Je vous souhaite la bienvenue sur ces cours en ligne. Je suis le docteur Eric Malbos, médecin psychiatre et designer 3D. Je travaille dans le CHU Conception, dans le service du professeur Lançon, et aussi dans le laboratoire de recherche de l'Institut Fresnel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder? Nous allons aborder un élément essentiel de la thérapie. Donc je vous rappelle que c'est la thérapie cognitivo-comportementale, mais appliquée et améliorée par la réalité virtuelle. Nous allons nous intéresser à l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, quels patients, quels sont les patients, quels sont vos patients qui vont être concernés par ce type de technique? Ce sont principalement les patients qui souffrent de phobie sociale, donc c'est-à-dire ceux qui ont du mal à parler en public, ceux qui ont peur de s'exprimer, ceux qui ont peur de dire non, on des personnes qui n'osent pas dire non, donc qui disent toujours oui et qui sont débordés, ou alors qui n'osent pas affirmer leur point de vue. Voilà. C'est vraiment important de distinguer ça dans votre pratique des personnes qui sont introspectives ou timides, car le fait d'être introspectif ou timide n'est pas du tout une pathologie, donc c'est un trait normal de la personnalité. Donc il ne faut pas corriger la timidité, parce que c'est pas une maladie, c'est normal d'être timide. Il ne faut pas corriger l'introspection, parce que c'est normal d'être introspectif. On ne perdez pas de temps, parce que c'est normal. Mais par contre, là où il faut intervenir, c'est quand la personne souffre, c'est-à-dire quand il y a une souffrance psychologique. Et la souffrance psychologique de la phobie sociale, c'est que justement la personne a peur d'être mal jugée par autrui. Elle a peur qu'on va la trouver stupide, ignare, idiote, moche, mal maquillée, ce que vous voulez. Et donc la personne va souffrir. Et de ce fait, elle va avoir du mal à s'exprimer. Et comme sa confiance en soi est très faible à ce niveau-là, au niveau de la communication, elle va avoir tendance à dire oui à tout, etc. Elle ne pourra pas ainsi s'exprimer, exprimer ses désirs, exprimer ses besoins, etc. Donc c'est très important que là, il y a une souffrance, et s'il y a une souffrance, là, il faut aider un patient, il faut aider votre patient. Et donc, vous allez lui proposer plein d'outils dans la thérapie cognitivo-comportementale avec réalité virtuelle. Et un de ces outils majeurs pour la phobie sociale est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un équilibre dans l'expression et dans la communication. Il s'agit d'aider votre patient à exprimer ses besoins, mais sans écraser les autres. Le but n'est pas qu'il s'exprime de manière agressive et qu'il s'affirme en écrasant les autres, mais qu'il affirme ses besoins tout en étant à l'écoute du besoin des autres. Donc une espèce d'équilibre dans la communication. Bon. Nous allons aborder 3 parties différentes dans l'affirmation de soi pour que vous puissiez bien enseigner en fait à vos patients cette technique, et on va le faire étape par étape pour que vous puissiez bien voir comment on s'y prend. Bien sûr, là, je vais vous expliquer les bases détaillées. Donc c'est vraiment ce qu'on fait à l'hôpital pour traiter les patients, et comme ça vous aurez une bonne base, mais après libre à vous bien sûr d'ajouter d'autres éléments ou d'improviser. La première chose qui est importante, donc la première partie, va être vraiment les techniques de communication. Comment bien communiquer son point de vue, comment bien communiquer ses pensées, comment bien communiquer ses idées. Il y a donc 2 aspects qu'il faut distinguer, l'aspect non-verbal et l'aspect verbal. L'aspect non-verbal, ça veut dire que là, ça concerne en fait l'expression du corps. Donc il faut que votre patient, il faut bien lui dire que quand il s'exprime, il doit penser à utiliser ses mains. Car les mains vont l'aider justement à faire sortir les mots, à faire sortir les idées. Donc il n'hésite pas, un peu comme les Italiens, donc à faire sortir les mots en utilisant ses mains. Donc il faut vraiment qu'il y ait une expression au niveau des mains en même temps qu'il y a la parole. Donc aidez-le. Vous pourrez aussi l'entraîner justement avec les environnements virtuels Sit2Care d'affirmation de soi, donc dans l'amphithéâtre par exemple, etc. J'en parlerai beaucoup plus dans la partie sur les techniques d'exposition. Mais effectivement, il pourra s'entraîner avec vous à bien utiliser ses mains. Il faudra bien vérifier qu'il ait bien cette gestuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose va être en ce qui concerne la mimique, c'est-à-dire l'expression faciale. Il est bien que, effectivement, le patient écoute la conversation en cours et que ses expressions varient sur le sujet qui est en cours. Si par exemple, il entend des choses amusantes, c'est important effectivement qu'il y ait une mimique avec la joie. Ou quand il exprime une bonne nouvelle, que justement le visage aussi s'exprime bien et que donc il y a un sourire et les sourcils qui se déplacent, et qu'on est vraiment au niveau des joues, des mouvements. Et ça doit être congruent, c'est-à-dire vraiment en harmonie avec la conversation. C'est évident qu'il ne faut pas extrêmement sourire si on annonce un décès ou en plein milieu des funérailles. Donc là, c'est plutôt l'inverse. Il faut adopter des expressions qui expriment la tristesse.
Et donc c'est très important également dans la communication de vraiment insister sur l'expression faciale. Ensuite, autre élément dans la communication non verbale, hein, toujours avec le corps, c'est bien sûr la distance. Donc quand on s'exprime donc face à une personne, il faut qu'il y ait une distance d'à peu près 1,50 m, 2 m, pour pas être trop agressif. Si vous êtes trop près d'une personne, hein, ça vous est probablement déjà arrivé, quand une personne s'exprime trop près de vous, ça paraît agressif. Et à l'inverse, il faut pas être trop loin, sinon ça paraît distant, ça paraît froid. Donc il faut maintenir une distance d'1 mètre, entre 1 ou 2 mètres. Ça c'est également important. Bon, je pense qu'on a à peu près tout abordé. Ce qui est essentiel aussi, quand votre patient va faire un discours, lorsqu'il va s'exprimer par exemple lors de réunions professionnelles, ce qui est un gros problème pour les phobiques sociaux, hein, l'expression lors d'une réunion, ou si vous avez des patients plus jeunes, de devoir passer donc au tableau justement pendant les cours au lycée ou au collège, c'est bien sûr de pouvoir laisser son corps s'exprimer, c'est-à-dire vraiment maintenir une position qui est relativement droite tout en étant détendue. Donc il faut que lors d'un entretien, lors d'une expression, la personne ne soit pas voûtée, hein, le patient ne soit pas voûté comme ça en essayant d'exprimer, non plus trop droite et trop rigide, mais que vraiment elle maintienne un corps assez droit, hein, y compris assis, hein, donc assez droit, et le regard vraiment droit devant, en maintenant les épaules bien droites. Donc pas avachies, hein, pas courbées, mais au contraire droit, sans être non plus bien sûr rigide. Le regard est également important, donc le regard ça veut dire que il faut que le patient puisse regarder son interlocuteur, mais là encore avec un certain équilibre. L'idée c'est de dire à votre patient qu'il regarde bien sûr l'interlocuteur, mais sans le fixer non plus. Hein. Donc il regarde pendant 90% du temps de la conversation. Donc, pas qu'il ait un regard fuyant, donc il regarde sans arrêt ailleurs, mais au contraire qu'il regarde la personne 90% du temps. Ceci conclut donc la partie sur l'aspect non verbal de la communication, donc avec le corps, les expressions. Ensuite, nous allons passer maintenant à la partie verbale de la technique de communication. Alors, la partie verbale, comment bien s'exprimer, comment votre patient, dans une réunion professionnelle, en classe, en soirée, comment doit-il s'exprimer pour vraiment que la communication, vraiment l'expression de ses besoins, de ses idées puisse passer. La première chose qu'il faut conseiller à votre patient, c'est vraiment de faire preuve de curiosité et d'intérêt. Ça veut dire que dans une conversation, il faut vraiment que votre patient écoute le sujet en cours, donc qu'il écoute pour bien introduire un sujet et qu'il fasse preuve de curiosité, c'est-à-dire qu'il fasse sentir aux autres personnes son intérêt, par exemple en commençant par des questions. Souvent, les phobiques sociaux ne savent pas quoi dire. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas exactement. Très simple. Il suffit de leur dire de commencer par des questions très simples, très banales en fait finalement. Et il faudra qu'ils s'entraînent à les faire avec vous, ou aussi bien sûr face à des avatars en réalité virtuelle avec les environnements C2Care. Donc ça va être par exemple de poser des questions comme qu'as-tu fait ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes vacances? Qu'est-ce que tu as vu récemment au cinéma? Où est-ce que tu vas aller danser? Etc. Donc commencez déjà par ça, parce que ça montre une certaine curiosité, un certain intérêt. Ensuite, en dehors de la curiosité et de l'intérêt, c'est important d'être dans l'écoute, hein, comme je l'ai dit, donc bien écouter, il faut que le patient écoute bien ce que l'on dit, parce que s'il écoute bien son interlocuteur, il va pouvoir avoir des informations qui sont utiles pour la conversation. S'il a bien écouté que son interlocuteur, je ne sais pas, apprécie beaucoup les voitures, par exemple, ou apprécie beaucoup la tapisserie, ou apprécie beaucoup le sport, eh bien, il va pouvoir justement poser des questions. Hein. Alors, tu aimes bien le surf, alors justement, qu'est-ce qui te plaît dans le surf? Ah, tu aimes bien faire la tapisserie, qu'est-ce qui te plaît dans la tapisserie? Etc. Pour justement vraiment échanger en reprenant des éléments que votre patient aura entendus. Donc, sur des sujets d'intérêt de son interlocuteur. Qu'est-ce qui te plaît dans la tapisserie? Qu'est-ce qui te plaît dans le surf? Qu'est-ce qui te plaît dans les voitures? Qu'est-ce qui te plaît dans le football? Etc. Ensuite, en dehors de savoir écouter, qui est un élément essentiel, ce qui est important aussi, c'est de bien introduire un sujet quand on a des idées. Alors, avoir des idées, c'est bien, mais c'est tout aussi intéressant de prendre le temps d'observer en fait son interlocuteur. Vous l'avez écouté, donc le patient l'a écouté, le patient a posé des questions, mais il peut aussi prendre le temps d'observer comment l'interlocuteur, parce que ça peut donner des indices par rapport aux questions que votre patient pourra poser. Par exemple, s'il voit que le patient porte une casquette avec, s'il voit que l'interlocuteur,
porte une casquette avec l'effigie de l'OM, l'équipe de football de Marseille, eh bien c'est un élément sur lequel il va pouvoir rebondir. Votre patient va ainsi pouvoir poser des questions. Ah, je vois que tu as une casquette de l'OM, alors qu'est-ce qui te plaît tellement dans cette équipe? Et qu'est-ce que tu as pensé du dernier match qui a eu lieu entre l'OM et le PSG? Vous voyez, le fait d'observer en fait attentivement une personne permet au patient de pouvoir déjà avoir un lot de questions à poser et de pouvoir introduire une conversation. Parce que les phobiques sociaux ont du mal à démarrer une conversation. Donc, observer son interlocuteur, les vêtements qu'il porte, pour une femme le sac à main, la montre, ou tous les éléments qu'on peut observer, peut être utile pour initier une conversation. Et voilà, par exemple, je vais citer une anecdote. Par exemple, je me souviens que j'étais à la cafétéria de l'hôpital, et il y avait une demoiselle qui portait une montre rose, et elle avait aussi un maquillage rose et un t-shirt rose. Donc je suis allé la voir, et tout de suite, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais observé, et ça a été l'introduction de mon sujet. Tiens, je vois que tu as pris le temps de tout assortir, ta montre, etc. Incroyable. Et tout de suite, la personne a réagi, et la conversation a pu commencer. Donc ça peut être un bon moyen, en fait, de pouvoir débuter une conversation. L'autre moyen, par l'observation, est de pouvoir faire des compliments. Ça peut être pour un phobique social un excellent moyen de débuter une conversation ou d'introduire un sujet. C'est de commencer par des compliments. Et attention, il faut bien dire au patient, pas des flatteries. Le but n'est pas de mentir à la personne, mais de vraiment dire ce que vous pensez, ce que le patient pense, par rapport à ce qui serait positif en lien avec elle. Si par exemple, d'où l'importance de l'observation, si par exemple la personne est bien habillée, bien faire des compliments sur sa façon de s'habiller. Ah, je vois que tu portes donc cette belle jupe et assortie avec ta veste, tu es vraiment très élégante. Hop, et là, forcément, ça va être un bon moyen en fait d'introduire le sujet. Donc, ah, ta cravate est vraiment très jolie, tu as dû la choisir avec soin. Hop, un autre moyen d'introduire un sujet. En plus, d'un point de vue psychologique, tout le monde aime les compliments. Ça va toucher l'ego de la personne. Ce qui veut dire que ça va être un excellent moyen pour le phobique social de débuter une conversation parce que la personne l'interlocuteur, sera plus disposé justement à débuter une conversation parce qu'il aura été touché par le compliment et la pensée positive que donc votre patient aura fait. Donc complimenter est un bon moyen aussi de pouvoir maintenir ou d'introduire une conversation. Donc déjà on dispose de tous ces éléments, mais la question qu'on nous pose souvent, et que les phobiques sociaux posent souvent, c'est d'accord, je peux faire toutes ces techniques, observer, complimenter, montrer mon intérêt, ma curiosité, mais comment est-ce que je trouve vraiment un sujet? Parce que quand je suis face à des personnes dans une réunion, ou face à des personnes en fait dans un bar, eh bien je sais plus quoi dire, je me bloque, je sens le stress, j'ai les mains moites et j'arrive pas à trouver de sujet à exprimer. Eh bien à ce moment-là, donc ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez conseiller à votre patient de faire, c'est bien sûr de lui dire de la veille donc avant la soirée, avant la réunion, eh bien d'aller sur des sites d'information, de nouvelles, de ce qui se passe dans le monde, et de voir des articles sur des sujets intéressants. Donc, par exemple, s'intéresser à des nouvelles insolites pour parler en fait de nouvelles amusantes, voir par exemple des nouvelles scientifiques pour parler de sujets un peu intéressants, voir la nouvelle internationale pour parler un peu de ce qui se passe dans le monde. Bon, mais votre patient ne doit pas seulement... Donc l'idée c'est qu'il puisse lire et apprendre, même par cœur, c'est pas grave s'il les apprend par cœur. C'est même conseillé parce que finalement, quand il va être très anxieux, il va plus se rappeler des articles qu'il a lus pour introduire un sujet. Donc le mieux est qu'il les apprenne au départ par cœur, on voit qu'il les lise vraiment avec beaucoup d'attention, pour pouvoir le lendemain donc les lancer au cours d'un sujet de conversation. Alors la question c'est comment introduire ça, parce que vous n'allez pas dire de but en blanc, voilà, j'ai vu des kangourous amusants en Australie. Ça marchera pas. Il faut que le patient introduise le sujet par une question. Donc, sinon ça marchera pas. Sinon, les personnes ne feront pas forcément attention à lui ou ça aura moins d'impact. Donc, il faut introduire le sujet de conversation par une question. Par exemple, votre patient va pouvoir dire « Est-ce que tu as vu justement tous ces kangourous en Australie ?» Ou alors « Est-ce que tu as déjà vu justement des kangourous en Australie ?» Et forcément, l'interlocuteur, puisqu'on a posé une question, va
va apprécier qu'on se soit intéressé à lui et va répondre « Ah non, non, qu'est-ce qui s'est passé avec ces kangourous en Australie ?» Et voilà. Et après, ça permet au patient d'introduire le sujet. Donc il peut dire « Ah justement, en Australie, j'ai vu qu'il y avait des kangourous de toutes les tailles, et justement parfois il y a des kangourous qui font 1m80 et qui font même de la boxe, certains sont même entraînés pour la boxe, etc. » Alors c'est un sujet un peu amusant. Donc il faut vraiment que le patient introduise en fait le sujet de conversation par une question. « Oh, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé justement en Chine? Et quelle est ta réaction par rapport à Winnie l'ourson justement en Chine ?» Et comme ça, « Ah non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Chine, Winnie l'ourson, c'est bizarre. » Et comme ça, hop, la conversation peut commencer. Donc toujours commencer en fait un sujet de conversation par une question. Voilà. Ensuite, donc les rires et le sourire sont importants. Donc si à votre patient, au cours d'une soirée, il entend une blague, une plaisanterie, bien sûr, il faut rire. Et bien sûr, ces nouvelles dont je parle, ces sujets de conversation, il faut les dire avec un peu de sourire. Si c'est pour avoir un visage glacial en disant « Est-ce que tu as vu ce qui se passe en Australie ?» ça sera moins efficace. Donc il faut que le patient s'entraîne à exprimer en fait ces nouvelles avec quelque chose qui soit un peu chaleureux, voilà, avec une expression un peu conviviale, donc avec un petit sourire. Et de temps en temps, si votre patient entend évidemment des nouvelles amusantes ou des plaisanteries, qu'il n'hésite pas à rire. Ah, ça peut être important. Et bien sûr, ça on fouillera un peu plus, mais si dans la conversation, eh bien, il peut y avoir un désaccord, donc votre patient ne doit pas hésiter à concéder s'il sent effectivement que c'est le cas. Donc c'est vrai, effectivement, tu as raison par rapport à ce qui se passe sur la Lune ou ce voyage vers Mars. Je n'avais pas réfléchi à cette question. Tu as raison, effectivement. Ouais, là, j'ai fait une concession. Le patient doit aussi comprendre que l'affirmation de soi, c'est pas l'agressivité. C'est pas dire oui, moi j'ai toujours raison, moi j'ai raison. C'est aussi comprendre que parfois, quand le patient sent qu'il a tort, eh bien que justement il dise c'est vrai, ou voilà, ou qu'il y a plus d'arguments dans un certain sens. Effectivement, c'est vrai, tu as raison par rapport à ce que tu avais dit sur ce sujet, c'est vrai. Donc là, nous avons vu les techniques verbales. Si on combine ces techniques verbales avec ces techniques non verbales, eh bien ensemble, ce sont d'excellentes techniques de communication que votre patient va pouvoir utiliser au départ avec vous, donc pour s'entraîner dans des situations virtuelles, amphithéâtre, salle de classe virtuelle, et qui pourront ensuite bien sûr pratiquer dans la réalité avec ces techniques qui sont efficaces.